c'est la vidéo tant attendue que j'ai fini par finir. Non sans mal, hein, parce que c'est un métier quand même de faire ces choses-là. Donc je voulais juste préciser avant que la vidéo commence que j'ai tiré mes informations donc, sur des sites tout à fait officiels, reconnus, etc. Malgré ça, je ne suis pas du tout professionnelle. Je donne beaucoup mes expériences et quelques-unes de mes opinions pour avoir vécu l'errance médicale, que ce soit pour la fibro et la tête, enfin bref, pour tout ce que j'ai. Voilà, quand c'est invisible, c'est très dur à déceler et à diagnostiquer. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo, elle vous apportera quelques tips. Si vous voyez qu'il y a plein de choses qui vous parlent dedans, faut pas hésiter à consulter un psychiatre ou un psychothérapeute. Parce que ça peut aider, je pense, soit d'avoir le diagnostic, soit de faire une introspection encore plus poussée, parce que je me suis rendu compte en faisant cette vidéo que ça permettait quand même de réaliser certaines choses qu'on a un peu de mal à réaliser quand on est dans l'émotion extrême et quand on est dans une grande dévalorisation de soi, même si des fois on a un peu plus confiance en nous et on se sent mieux. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'arrête de papoter parce que sinon ça va encore durer 4 heures. Déjà que la vidéo est assez longue. Je vous mets en lien en barre d'infos PDF si j'ai les PDF, sinon le lien vers le site et la page Borderline. Et je vous souhaite une bonne vidéo, bon courage, prenez-vous un truc à manger, un truc à boire parce que ça va être long. Allez, je vous fais des bisous, on se retrouve après la vidéo. Bon voilà, je prends enfin mon courage à deux mains pour commencer la vidéo sur les troubles borderline. Comme je vous ai dit dans ma vidéo week-end du 19 au 20 octobre, j'ai du mal à synthétiser ce que j'ai lu. Donc je vais essayer de faire plus court, mais je pense que ça va valoir encore une ou deux vidéos. J'ai essayé de remonter un petit peu sur l'historique de ce trouble. Donc ça c'est sur Wikipédia. Sur Wikipédia, il remonte un peu sur l'historique. L'apparition des termes état limite ou encore pathologie limite remonte à 1884. Description psychiatrique des états qui oscillaient toute leur vie entre les limites de la démence et de la normalité. C'était fort quand même, hein, de parler de démence. Défaut d'équilibre des facultés morales et intellectuelles, dont le tableau clinique se caractérise par la permanente oscillation entre l'état normal et pathologique. Ça peut être déjà un peu plus juste, mais vous verrez qu'après c'est mieux expliqué. Néanmoins, ces auteurs ne décrivent pas la pathologie état limite au sens moderne du trouble de la personnalité. Celui-ci est né dans les années 40, dans le cadre de discussions psychanalytiques du dossier différentiel entre la névrose et la psychose. 1939, le psychanalyste Edgar Clover mentionne ce terme en le critiquant dans un article où il met en évidence le lien entre borderline et addiction. Mais il parle aussi d'état paranoïde, etc., etc. Donc c'est vrai que le terme était quand même dur. L'idée que tout névrosé possède un moi en partie psychotique, ça c'était Freud. En 1838, le psychanalyste Adolf Stern reprend le terme borderline en insistant sur l'hypersensibilité des sujets. Là, on commence à toucher des vrais symptômes qui sont évidents dans ces pathologies, mais qui le sont aussi dans d'autres troubles psychiques. Rigidité défensive et peu d'estime de soi. Là, on a quand même le cadre principal, je trouve. La névrose de l'abandon, ça c'était en 1950 par Germaine Gex. Le syndrome de l'abandon. Enfant qui avait généralement subi un abandon plus ou moins précoce, qui se manifestait par une insécurité affective et un besoin constant d'obtenir à tout prix des preuves d'amour pour assurer une certaine sécurité. Ça se retrouve aussi dans les études plus récentes. Voilà, en 1975, on continue encore d'avancer. Jean Bergeret, en 1975, suggère un rapprochement entre les pathologies limites et la dépression. Encore un symptôme, en tout cas, qu'on a trouvé et qui est retrouvé chez toutes les personnes de ce diagnostic. En 1970, Otto Kernberg
va proposer le premier modèle cohérent, qui fasse un certain consensus. Il décrit une personnalité borderline comme marquée par une relation d'objets intériorisés, structure, distincte de celle des psychotiques et des névrotiques. Là, c'est bien parce qu'on a éradiqué, on a sorti du diagnostic les psychotiques et névrotiques. Bon, en même temps, ça peut être mince aussi sur certains... entre la personne, les frontières entre la personne et le monde extérieur qui sont fragiles. Chez la personnalité limite, c'est l'unité entre les parties bonnes et mauvaises du moi et de l'objet qui n'est pas assuré. Voilà, donc les sujets en 76, André Green. Les sujets borderline sont la proie d'une dépression primitive et une psychose blanche qui rendrait tout deuil impossible par le fait d'une non-symbolisation de l'absence. Bon, après, on arrive aux signes et symptômes, mais je les trouve pas mal expliqués dans les prochains, basés sur 9 critères. Ça, toutes les études le disent. DSM-5, je pense que c'est le groupe de maladies mentales. Marsha Linehan regroupe les symptômes du trouble de la personnalité borderline sous 5 catégories: émotions, comportement, relations interpersonnelles, image de soi et cognition. Les individus souffrant de ce trouble de la personnalité ressentent des émotions plus sensiblement et plus profondément, plus longtemps que la normale. Alors ça, c'est... Tout ça, c'est ce que j'ai pu avoir sur Wikipédia. Ah oui, c'est vrai que ça j'ai pas forcément retrouvé ailleurs. Il parle, comme handicap entre autres, l'aptitude à exercer un emploi varie fortement selon l'intensité du trouble. Si la plupart des individus souffrant de TPB, donc trouble de la personnalité borderline, réussissent à limiter les impacts sur le plan professionnel, d'autres cependant peuvent éprouver des difficultés à garder leur travail lorsqu'il y a un problème de relation. Ils s'engagent dans des comportements à risque ou laissent éclater leur colère. Je vais passer à celui que j'ai trouvé le plus intéressant. Et en plus, il est récent, il est de 2023. C'est un PowerPoint, je pense. Donc, il est de juin 2023 et il vient du centre hospitalier d'Alpe-Isère. Flore Verdillon, père aidante. Benjamin Gouache, psychiatre. Une femme, juin. Ce trouble touche entre 1 et 3% de la population, marrant comme la fibromyalgie. Tous les milieux socioculturels sont concernés et il serait aussi fréquent chez les hommes que les femmes. Ça, pas forcément. Dans d'autres, alors je sais plus si c'est le manuel MSD ou un autre où on dit que les femmes sont quand même plus touchées. Alors peut-être moins diagnostiquées parce qu'on les met dans d'autres cases. Voilà, il toucherait au moins 20% des patients hospitalisés en psychiatrie. Le taux de suicide chez une personne atteinte de TPB est de 10%. 70% des personnes atteintes de troubles personnalité bipolaire ont fait au moins une tentative de suicide. La tranche d'âge des premières manifestations, c'est en fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Donc la définition qui est donnée, appelée aussi trouble borderline ou trouble de la personnalité limite, état limite ou trouble de la personnalité émotionnellement labile, est un trouble psychologique et psychosocial sévère, caractérisé par une perturbation marquée du rapport à soi-même et aux autres, et dans lequel les personnes présentent une difficulté très importante à réguler leurs émotions et leurs comportements. On parle de dysrégulation émotionnelle. C'est un trouble difficile à comprendre, car complexe, mêlant beaucoup de comorbidités, on va en reparler plus tard, pendant longtemps mal diagnostiqué. Moi j'ai rajouté, et encore aujourd'hui, longtemps stigmatisé par le corps médical, et encore aujourd'hui, je vais le rajouter assez régulièrement, qui accuse 20 années de retard de recherche par rapport à la schizophrénie et la bipolarité. Il est reconnu comme maladie psychique et répertorié dans les maladies diagnostiques et statistiques des troubles mentaux, le DSM, depuis la fin des années 80. Comme quand ils ont commencé, je pense, à faire consensus sur les symptômes, sur tout ce qui a pu être vérifié, croisé comme info. Ensuite, par imagerie par résonance magnétique, l'IRM, et tout ce qui a été neurosciences qui a permis de voir les zones cérébrales activées ou au contraire sous-activées et qui était responsable de l'humeur et de la prise de réaction ou la réponse à une stimulation overstimulée. Et grâce à ça, on a pu inclure le facteur biologique dedans. Parce que psychologique, ça veut un peu tout et rien dire. Hein. On s'aperçoit petit à petit, qu'il y a toujours une irrégularité physique ou physiologique, biologique,
et que c'est pas juste dans la tête. Enfin, je le répète parce que j'ai tellement entendu ça par des médecins, par des grands pontes d'hôpitaux, par des machins, que c'est à se demander. Bon, bref. Donc les 9 critères sont, donc il faut au moins 5 critères pour être diagnostiqué. La peur d'être abandonné. Alors ils disent réel ou imaginé, parce que ça peut être quelque chose qu'on croit mal, qu'on anticipe, qu'on ressent mal, puisqu'il y a aussi des épisodes de paranoïa. Fluctuation marquée de l'humeur, dysphorie intense. Dépression, honte, peur, anxiété, tristesse, colère. Donc à fond les ballons. Impulsivité dans au moins 2 domaines potentiellement dommageables. Donc dépenses, consommation de substances et abus, addiction, hypersexualité, hyperphagie, boulimie, conduite automobile dangereuse, emportements verbaux. Difficulté à contrôler sa colère, parfois injustifiée. Colère constante, fréquents affrontements physiques avec les autres. Non, alors ça, j'avais pas les cojones pour le faire. Puis surtout, je m'en prenais à moi en général. Quand ça ne va pas, je m'en prends à moi, pas aux autres. Répétition de comportements suicidaires ou automutilatoires. Là, oui, je pense que ça touche quasiment tous les borderline. Ensuite, point 6, mode de relation interpersonnelle instable et intense, notamment avec les proches. Idéalisation excessive, puis dévalorisation totale de l'autre et de la relation. 7. Sentiment récurrent de vide intérieur, de l'ennui au vide intérieur, pouvant créer une dépendance à l'autre. Instabilité de l'image de soi. Et c'est plus souvent une très très mauvaise image de soi qu'une bonne. Même si avec le temps, on apprend à reconnaître ses qualités, ses capacités, à être moins... dans le côté ah je suis une merde, je suis trop nulle, bah là, même si c'est ce qu'on ressent assez régulièrement, mais on essaye de relativiser, ça peut être aussi grâce au traitement médicamenteux, ça peut être avec la psychothérapie, voilà, mais à la base l'image de soi elle est assez chaotique. Ils appellent ça la personnalité caméléon. Un manque de stabilité face à la notion de soi qui entraîne des difficultés à prendre des décisions, oui. L'individu est sûr de lui 1 minute, puis remet tout en question la minute suivante. Il voit les choses souvent en noir et blanc. Et c'est ça qu'on peut apprendre. Moi, je sais que ce point-là, c'est beaucoup amélioré avec le temps. Pas forcément l'image de soi, mais le noir et le blanc. Maintenant, j'essaye toujours d'être dans le gris. Symptômes dissociatifs, déréalisation et dépersonnalisation. Psychotique, paranoïa ou hallucination. Ça, j'ai jamais eu d'hallucination. En lien au stress, moyen de se distancer d'une expérience douloureuse. Ce phénomène n'est pas rare, mais c'est le degré et l'intensité de ces manifestations qui est problématique chez les personnes atteintes d'un trouble de personnalité limite. Alors là, ils donnaient des exemples de ce qu'ils ont pu entendre de patients. D'un côté, je fonctionne à 150%. D'un autre, je suis émotionnellement une loque. Une autre, tu as tellement de souffrance à l'intérieur de toi que tu essayes de te faire mal à l'extérieur. Ça, 100% d'accord. Ce n'est que lorsque je sens la douleur que je recommence à comprendre, à prendre lentement pied. Je ne cesse de papillonner d'une personne à l'autre. D'abord, je suis tout feu tout flamme, tout m'enthousiasme, mais bien vite, les mêmes choses m'ennuient complètement. Voire, pire que l'ennui, c'est que ça nous agace et on ne comprend pas pourquoi. Et ça peut nous irriter énormément, alors que c'est un peu ce qui s'est passé avec mes compagnons, malheureusement. C'est pour ça que j'ai tout arrêté. Alors là, ce sont des schémas, donc avec des degrés de dérèglement psychique. Ça va pas être évident à montrer. C'est celle qui a été citée, je crois, Linehan en 93. J'essaierai peut-être de vous le mettre en PDF, ce PowerPoint, parce qu'il est très bien. Voilà, derrière, il y a un tableau sur les potentiels de comorbidité. Et donc, bien sûr, en premier arrive l'anxiété. Ça, je crois
Enfin voilà, mais après il y a beaucoup de pathologies où on retrouve l'anxiété. Ensuite, troubles dépressifs majeurs et dépression chronique. Donc là, anxiété, on retrouve à 90% des gens diagnostiqués. Troubles dépressifs majeurs, 60%. Dysrythmie, dépression chronique niveau élevé, dépression de plus de 2 ans. Pour ma part, c'est entièrement le cas, 70%. Ensuite, beaucoup plus, avec moins de fréquence, on a l'abus de substances, donc toxicomanie. Les troubles alimentaires, boulimie, anorexie, donc l'abus de substances c'est 35%, troubles alimentaires 25%, comportement antisocial. Alors moi j'ai l'impression que ça ne me touche pas du tout, je suis quelqu'un de très social, mais je sais pas. 25%, comportement narcissique 25% et troubles bipolaires 15%, parce qu'effectivement ces deux troubles peuvent être liés et malheureusement avec un trouble bipolaire et borderline ça peut vraiment aggraver les choses. Alors, diagnostic différentiel. Souvent, et c'est exactement ce qui m'est arrivé, une personne donne un diagnostic erroné qui est bipolaire. Alors là, pour le coup, moi, quand j'avais étudié un petit peu la bipolarité, alors, c'était pas le psy que j'ai actuellement, c'était un autre qui m'avait vu 2 fois très peu de temps et en plus sur une période hyper charnière de ma vie. Et au 2e rendez-vous, ou au 3e, je sais plus, des petits rendez-vous en plus, il m'avait dit, il avait fait la lettre pour le travail en disant que j'étais bipolaire. Voilà. Labilité émotionnelle et impulsivité. Voilà. TDAH, ça aussi, il faut qu'on arrive à avoir des rendez-vous pour TDAH et troubles autistiques pour ma part. Donc TDAH, impulsivité et troubles du comportement, schizophrénie, symptômes psychotiques. TSA, dysrégulation émotionnelle et trauma complexe. On y reviendra aussi. Donc les traitements possibles. Alors, ils disent qu'il n'y a pas de traitement spécifique, ce qui est normal. On va traiter en fait les symptômes comme dans beaucoup de maladies, puisqu'on ne peut pas traiter l'origine à part en faisant un travail pluridisciplinaire avec. Ils vont l'expliquer très bien. Je vais arrêter. Alors ils disent les médicaments ont peu d'effets globaux. Effectivement, c'est pas un truc qui va les médicaments qui vont guérir de ce trouble. C'est pas possible. Par contre, bien ciblés, ils vont pouvoir diminuer l'anxiété, diminuer l'état de la dépression, diminuer les addictions, les fluctuations d'humeur et l'impulsivité. C'est quand même les choses très handicapantes de ces troubles-là, qui font qu'on a beaucoup de mal à vivre en société, beaucoup de mal dans les relations, encore plus les relations amoureuses pour ma part, et professionnelles. Ce qui ne veut pas dire qu'on travaille mal ou qu'on tape des crises à tout bout de champ. Hein. Là encore, il ne faut pas partir dans le stéréotype, parce qu'il y en a de ce genre de stéréotype et très énervant. Mais ces traitements ne sont pas suffisants, il faut avant tout faire une psychothérapie. Donc là, ils nomment plusieurs thérapies, mais je vais vous les citer ensuite. Donc là, c'est super parce que dans ce PowerPoint, ils ont parlé de la stigmatisation. Alors ça, je trouve ça formidable. Donc, CHU d'Isère, là, bravo. Le diagnostic psychiatrique le plus stigmatisé. Donc ça a été dit en 98. Il affecte les cliniciens. Alors ça, je plus sois, qui ont des réticences à poser ce diagnostic. Ils vont l'expliquer un peu plus loin pourquoi ils ne veulent pas poser ce diagnostic. Pour ça aussi que je l'envoyais à mon psychiatre. Je veux le titiller un petit peu. C'est aussi la stigmatisation, donc la principale raison qui pousse les jeunes à ne pas chercher de soins en santé mentale. Alors ça, plus d'autres facteurs environnementaux, familiaux, etc. Les psys, c'est de l'arnaque, mais t'as rien, t'es juste un peu sensible, il faut te blinder, oh là là, t'es vraiment fragile, oh tu t'énerves pour rien, et patati, et patata. Donc effectivement, faut passer au-delà de tout ça, et on n'a pas suffisamment confiance en nous souvent pour faire ça, pour pousser la porte d'un professionnel, et puis encore pousser la porte du bon professionnel. Parce que moi j'en ai vu avant, je l'avais déjà dit, hein, j'en ai vu avant des professionnels, oh là là, peu cher, ça n'existait même pas, hein. Enfin, c'est borderline, ça n'existait pas, et c'est pareil, c'était balayé d'un revers de la main, oh mais non mais ça va, vous allez très bien, enfin, mon psy m'a déjà fait ce coup-là d'ailleurs, hein. Mais bon, je continue. L'étiquette borderline suscite des croyances et émotions négatives particulières chez les infirmiers en psychiatrie.
en ce qui concerne la sympathie, le rejet ou l'optimisme. La stigmatisation semble en lien avec des croyances infondées sur la stabilité et le caractère contrôlable des comportements, des causes du comportement et de la dangerosité des personnes ayant ce trouble. C'est surtout pour elles qu'elles sont dangereuses. Alors, les raisons suggérées de la stigmatisation. Et alors ça, je trouve ça très très vrai. Chez les professionnels, ce pourquoi ils voudraient éviter d'avoir ce diagnostic, c'est parce que ça pourrait leur donner un sentiment de frustration, d'impuissance, de peur et d'incompétence. Et alors là, quand un médecin est touché dans sa fierté ou dans ses compétences, ça leur fait tellement mal au cul qu'ils préfèrent dire un truc autre, parce que celui-ci, il n'est pas forcément... Et puis, à tort, encore une fois, il n'est pas guérissable, mais il est nettement améliorable avec une bonne prise en charge. Donc, les professionnels qui doivent faire face à la colère intense, l'auto-agressivité, les idées suicidaires et les tentatives de suicide. Et j'y reviens dans ma propre expérience avec mon psychiatre, que j'apprécie beaucoup. C'est que... quand j'ai voulu en finir, j'avais écrit une lettre à ma famille et à mes amis. Une lettre de 8 pages. Je lui ai lu et il m'a dit « Ah, mais arrêtez avec tout ça !» J'étais en larmes plus que tout. Je lui avais raconté pourquoi ça ne s'était pas fini comme j'avais prévu que ça se finisse, c'est-à-dire plus là. Et il m'a répondu comme quelqu'un de 15 ans m'aurait répondu au collège. « Ah, mais allez, arrête avec tes je suis une merde, personne ne m'aime. » C'était pas du tout ce qu'il y a dans la lettre. Donc voilà. Et là, je lui ai dit, mais pas vous. Mais pas vous, vous allez pas me dire ça en larmes comme une cruche. Je dis, vous avez fait autant d'études pour me dire ça? Donc je l'avais un peu mauvaise. De toute façon, ceux qui vont regarder cette vidéo seront peut-être même concernés ou auront fait les mêmes choses. Les coupures, les machins, les trucs, les comportements sexuels inexplicables et incontrôlables et qui font qu'on a fait du mal, etc., etc. Enfin, donc il y a sûrement des gens qui vont se reconnaître. Bon, après, encore une fois, c'est des comportements qu'on peut retrouver dans d'autres pathologies. Je continue cette petite parenthèse fermée. Dans la population générale, la stigmatisation, c'est surtout par rapport au comportement et... Alors, je reprends la phrase parce que moi je suis pas d'accord avec ça. Dans la population générale, surtout stigmatisation des comportements associés et non de l'étiquette borderline. C'est pas vrai. Quand on dit qu'on est borderline, juste le mot, c'est comme bipolaire. Hein. Ça fait peur. Ouh. C'est pas tous des assassins, hein. Bref, il faudrait que j'arrête de donner mon avis. Faut que je reste neutre. Le corollaire de la stigmatisation, l'auto-stigmatisation, est un frein du rétablissement. Pour cause. Recommandation. Éviter de poser le diagnostic de borderline peut paradoxalement perpétuer le stigma associé à cette étiquette. Vous entendez, Doc ? Une alternative préférable serait d'améliorer la compréhension de ce trouble chez les cliniciens. À bon entendeur, je continue. Les troubles de la personnalité borderline selon l'âge. Donc, elle commence moi, ça a commencé à l'adolescence. Processus identitaire. Of course, l'impulsivité, l'instabilité émotive et relationnelle chez les adolescents. Comportement de mise en danger. Toxicomanie, conduite automobiliste dangereuse, sexualité et suicidaire. Ce n'est qu'une période de transition et ça tend à disparaître. Moi, si j'avais pas été médicamentée, je sais pas en fait si ça aurait diminué drastiquement comme ça l'est aujourd'hui. Chez les personnes âgées, de façon générale, diminution des comportements liés à l'impulsivité, colère, automutilation, tentative de suicide. Une persistance des troubles de l'humeur, principalement la dépression, et certaines difficultés sociales, comme la peur de l'abandon, l'isolement et l'opposition envers les soignants. Et oui, mais les soignants, ils sont aussi opposés, alors. Donc, en gros, ils disent comment cela se développe. Donc, on a la partie biologique et la partie psychosociale, donc l'environnement, l'éducation, l'expérience. L'aspect biologique.
Donc haute sensibilité émotionnelle là-dessus, je crois qu'on est tous d'accord. Réaction très rapide, sensibilité liée fortement à un stimulus émotionnel, que le borderline c'est quasiment tout le temps lié à un déclencheur émotionnel ou à une réaction face à une émotion réelle ou amplifiée. Parce qu'ils disent à un moment quand même que le borderline a quand même une capacité à presque mieux ressentir les émotions des autres à leur place. En gros, et c'est ça qui m'embête un petit peu, parce qu'à un moment il parle qu'il n'y ait pas beaucoup d'empathie. Je suis absolument pas du tout d'accord avec ce point, ou alors j'ai mal compris moi aussi, mais c'est le contraire. Enfin, moi je suis une boule d'empathie permanente et j'arrive parfois mieux à percevoir les émotions qu'ont les autres qu'eux-mêmes. Voilà. Ah bah c'était juste en dessous. Capacité à discerner des émotions que d'autres ne peuvent pas discerner. Voilà. Les fortes émotions blessent plus, le temps de réaction est plus court que les autres pour ressentir les émotions. Tout comme une blessure ouverte sur la main sera beaucoup plus sensible à la chaleur que le reste de la main. Ça, c'était un exemple. L'aspect biologique. Donc là, c'était le point 1. Le point 1 qui était haute sensibilité émotionnelle. 2, la réaction émotionnelle vive. Réaction extrême, plus intense. La pensée et la résolution de problèmes sont donc détériorées en raison d'une excitation intense qui dérègle le traitement cognitif. Donc c'est un peu ce que disait une des savantes de ce qu'on a lu dans Wikipédia. Et c'est ce que moi je peux constater dans ma vie, c'est qu'à force de trop grosses émotions, j'ai plus de mal à gérer certains problèmes. Alors avec le temps, j'apprends et la médicamentation, j'ai beaucoup diminué l'intensité émotionnelle et j'arrive beaucoup plus à faire redescendre la pression, relativiser et donc mieux solutionner un problème. Sans médoc, je ne sais pas comment ça serait. Donc ça, c'est la réaction émotionnelle vive. Ensuite, un retour à la normale plus lent, donc plus long à redescendre au niveau émotionnel. On se tape des tachycardies, on se tape, à la limite, on se tape des malaises, des crises de panique, des crises de colère. Et ça va être plus long à descendre que des personnes avec des réactions émotionnelles dites normales. Besoin de plus de temps pour récupérer. Réaction intense qui dure. Contribue à une plus forte sensibilité au prochain choc émotionnel. C'est-à-dire que si on vit 2 fois les mêmes choses, la deuxième fois, ça va être très très dur. Ce qui rend la personne plus vulnérable lors des prochains chocs. Et là, il y a encore un autre exemple, comme essayer de marcher après s'être cassé la jambe alors qu'elle n'ait pas eu le temps de guérir. C'est marrant. Il y a plus de chances qu'elle casse à nouveau. Donc on passe à l'aspect vraiment purement biologique. Le cerveau et les émotions. Pourquoi la dysrégulation, je ne sais pas si on dit le S, la dysrégulation émotionnelle. Les neuroimages, ça me passionne. Il n'y a pas un grand chapitre dessus, hein, mais des patients souffrant de TBPB, je vais y arriver, montrent que les dérèglements émotionnels peuvent être dus à des dysfonctionnements dans des régions du cerveau, notamment la région de l'amygdale et la région du cortex préfrontal. Ça, j'avais déjà lu dans d'autres trucs que j'avais lus. Donc, la région amygdale, c'est elle qui gère l'intensité de l'émotion. Elle s'active plus chez les gens atteints de borderline. Et le cortex préfrontal qui doit normalement inhiber justement l'amygdale pour que la réaction ne soit pas trop intense. Le cortex préfrontal s'active moins, mais l'amygdale du coup s'active plus, ce qui explique cet incontrôle à avoir des explosions émotionnelles. Moi, je suis super contente de découvrir tout ça parce que, putain, ça explique ce qui m'arrive depuis mes 14 ans, voire un peu avant, parce que ça a commencé assez tôt chez moi. Donc, c'est vraiment, je vous dis, ce PowerPoint, c'est une belle découverte. Si je peux, je vous mettrai ces 2 textes-là qui sont pour moi les plus intéressants. Je les scannerai en PDF pour que vous puissiez les lire avec vos yeux et avec votre interprétation, etc. etc. Donc l'aspect biologique, on va voir, c'est super. Ils ont fait 2 tableaux. Alors du coup, je ne peux pas vous montrer les 2 en même temps. Ça, c'est un schéma classique. En gros, dans le schéma classique, on voit que le stimuli émotionnel, donc avec l'amygdale ici,
Ça, c'est le plus, et là, c'est les moins. Donc ça, c'est censé inhiber, et ça, c'est censé être l'intensité émotionnelle. Donc ça, c'est un schéma normal. Je sais même pas ce que vous voyez. Ça, c'est un schéma normal. Donc la réponse émotionnelle, elle est, on va dire, modérée. Modérée, voilà. Quand tout fonctionne, les moins, c'est l'inhibition, et ça, c'est l'action, quoi. En gros, l'action de mettre en... Voilà, bref. Et dans les cerveaux malades, voilà, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le cortex préfrontal, ne faisant pas son travail, et l'amygdale, elle explose. Et qui dit amygdale explosive, dit réaction émotionnelle très forte. Et ça, c'est très bien expliqué. Ils expliquent donc que déjà au départ, il y a une forte sensibilité, qui est plus intense que dans un schéma classique. Donc il y a une forte sensibilité émotionnelle, et avec la dysfonction, donc je vous lis ce qui est lu en résultante de ça, c'est dissociation, système de protection cérébrale, crise de colère intense, attaque de panique, etc., etc. Et moi je dirais même automutilation, etc., etc. Très très intéressant. Alors ensuite on va passer à l'aspect psychosocial, donc l'environnement, les expériences, l'éducation, tout ce côté-là. Donc les abus sexuels, dans de très nombreux cas, habituellement hors de la famille. Ça m'est arrivé. Avec le père d'une de mes amies de la gym. C'est bizarre de le dire, c'est la première fois que je le dis. Je continue. Perte ou abandon durant l'enfance, perçu ou réel. Divorce, mort, maladie grave, séparation familiale. Nous, on a eu un peu tout. Et moi, ce que j'ai noté, c'est que dans mon propre cas, le dispatch s'est fait ainsi. Moi, j'ai vécu avec ma mère et mon frère a vécu avec mon père. Et en fait, il y avait un échange le week-end, voilà. Et puis, ce qui était pour moi très difficile, parce que du coup, j'ai beaucoup moins vu mon père, quoi. Voilà. Mais aucun reproche à faire à mes parents par rapport à ça. Ils ont été très très intelligents dans leur divorce, dans leur relation. Et en tout cas, je n'ai pas de reproche à faire à mes parents, dans le sens où ils ont fait des choses exceptionnelles quand on sait leur passé, quand on sait leur vie. Voilà. Après, je me rappelle aussi d'un truc qui remonte à ma naissance, à notre naissance, puisque j'ai un frère jumeau. C'est que on n'avait pas le poids pour sortir. Et mon frère, qui était un peu plus gros, enfin un peu plus mieux au niveau du poids, est resté moins longtemps en couveuse. Et du coup, moi, je suis restée toute seule en couveuse. Et c'est mon père qui venait apporter le lait de ma mère. Voilà. Peut-être que là aussi, il y a un lien qui s'est fait. Moi, j'ai essayé de chercher tous les aspects possibles qui expliqueraient la relation que j'ai avec mon papa, quoi. Donc, je travaille dessus depuis des années. Il y a beaucoup à dire, mais je ne vais pas tout dire. La non-adaptation de l'enfant à son environnement, donc expérimentée comme une exclusion. Voilà, donc en gros, abus sexuels, perte ou abandon durant l'enfance, donc divorce, mort, maladie grave, séparation familiale, fréquente et prolongée, déménagement multiple, et non-adaptation de l'enfant à son environnement, expérimentée comme une exclusion, que ce soit par la famille, à la maison, voisinage, école, camarades, surveillants, etc. Voilà. Donc là, il rentre dans l'aspect psychosocial, l'invalidation émotionnelle. Ça encore, je suis persuadée de l'avoir et de le vivre, même si encore une fois, je ne fais de reproche à personne. Ne pas légitimer donc l'invalidation émotionnelle, ne pas légitimer les expériences, les émotions
les désirs, les pensées, les croyances de la personne, d'une personne. La personne ne se sent pas reconnue, ne se sent pas respectée, surtout lorsque ses expériences sont totalement différentes de celles des autres personnes. Ne pas accepter la différence, ignorer ou ne pas prêter attention, l'enfant peut se sentir négligé. Les parents peuvent avoir leurs propres problèmes, être dépressifs ou gravement malades. La critique ou le jugement, approche agressive, enseignant ou entraîneur, trop exigeant, etc. Ne pas communiquer son affection et son acceptation, même si celle-ci existe, c'est le sentiment d'être le mouton noir. Mais entraver la gestion, la résolution des problèmes et l'adaptation. Très très intéressant. Alors ça c'est pareil, c'est très intéressant, mais vous verrez pas grand chose parce que j'ai pas de couleur dans ma machine, donc je me suis imprimée en gris, noir et blanc. En gros, c'est le résultat de l'interaction biologique, psychologique. Donc, on a le facteur de vulnérabilité, l'hypersensibilité, les traumas, tout ça. Il y a l'événement déclencheur qui va découler à l'interprétation de l'événement en fonction du facteur de vulnérabilité, etc. Cette interprétation va donner une émotion primaire et une émotion secondaire et des comportements problématiques. Et donc, c'est à ce moment-là que ça va péter. Et le problème, c'est que ça, c'est un cycle sans fin qui se reproduit à chaque fois. Là encore, ils ont fait des schémas. Puis c'est drôle parce qu'ils ont mis Charlie Chaplin. Je crois qu'il était peut-être borderline, Charlie Chaplin. Donc là, ils ont mis un fonctionnement classique de régulation des émotions. Donc quand toutes les glandes fonctionnent, les parties du cerveau fonctionnent, qu'il n'y a pas de vulnérabilité, qu'il n'y a pas de comorbidité, qu'il n'y a pas d'anxiété, de dépression, maladie, un truc normal. Si tant est que quelqu'un est normal. Parce que... Donc, on a comme exemple l'intensité émotionnelle ici. Et là, des situations. Donc, en conflit, en danger, rupture amoureuse. La réaction normale, dans le temps, de chaque événement. Et maintenant, on va voir la réaction de nous. Voilà. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de régulation. On passe immédiatement dans une espèce de réaction extrêmement forte et parfois complètement disproportionnée. Je reconnais totalement. Et le problème, c'est que ce mal-être, cette réaction derrière, va perdurer. Au lieu de redescendre comme quelqu'un qui est bien géré... géré dans sa tête, voilà. Et donc, ils expliquent dysfonctionnement du système de régulation des émotions, forte réactivité aux stimuli émotionnels, j'ai même envie de dire sensoriels pour ce qui me concerne, réponse émotionnelle intense et durable, lent retour à un état d'apaisement émotionnel, développement d'émotions secondaires. Et après, je suis en colère, j'ai peur, je suis triste, j'ai honte d'être en dysrégulation émotionnelle, donc je me cache, donc je ne dis rien, du coup je me sens encore plus merdique et je me sens encore plus mal, et qu'est-ce que je fous sur cette planète, putain je vais faire, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Bref, vous voyez quoi, ceux qui savent ce que veut dire ce schéma. Voilà, et après il redonne des exemples, en sachant que là, sur celui-là, il parle aussi de l'hypoactivation, donc plutôt l'effet inverse de l'émotion trop forte où la personne va débrancher un peu le système. Alors moi j'ai beaucoup de mal à faire ça, à part en me collant devant un truc YouTube ou Netflix et de court-circuiter un peu mon cerveau. Mais moi je serais plutôt dans l'hyper-activation. Voilà, il parle de la zone émotionnelle et soi-disant comment faire descendre l'hyperactivation. Moi j'ai marqué ça marche pas, ça non plus, parce qu'il donne la pleine conscience dans l'être, ok, présence dans le ici et maintenant. Ça je suis plutôt d'accord. Ça c'est ce que j'essaye de me dire souvent quand je vois un problème arriver, mais que j'y suis pas encore, mais que du coup j'anticipe à un tel point que j'en suis malade, que j'en suis physiquement atteinte, et que ça prend des grosses proportions alors qu'on n'y est pas encore. Ça par contre j'arrive à me le dire, mais je suis sous traitement et en psychothérapie. Donc après, c'est là où je ris un peu jaune parce que moi personnellement ça ne marche pas du tout et je suis très réfractaire. Pas moi, mon inconscient est réfractaire à tout ça. J'ai essayé, mais c'est technique de l'auto-apaisement, régulation et relaxation émotionnelle, respiration calme et profonde. Moi personnellement, mais je sais qu'il y en a qui y arrivent très très bien, ça ne fonctionne pas sur moi, ça m'énerve encore plus en fait.
Parce qu'en plus, je sens mon cœur qui bat trop fort, je sens si, et quand je respire lentement et profondément, j'ai la tête qui tourne et j'ai envie de tomber par terre, donc c'est pas terrible. Identification des pensées limitantes, des états positifs concernant soi-même, des ressources, des perspectives, ça oui, ça peut aider. Ça peut aider à relativiser. Quand on a réussi à passer le cap de l'angoisse catastrophique, un peu ce que je vis depuis quelques mois avec qu'est-ce que je vais devenir, j'essaye vachement de me calmer par rapport à ça. Alors, très bien aussi, il parle de l'impact sur les aidants et les proches aidants. Les 3 plus gros facteurs de stress pour les professionnels et pour les familles. Les 3 plus gros facteurs de stress pour les professionnels et les familles sont les tentatives de suicide des patients, les menaces de suicide des patients et la colère des patients. Vivre avec un proche souffrant d'un trouble borderline est très éprouvant. Et ça, même s'ils ne savent pas que c'est borderline, oui, c'est très éprouvant. Ça impacte toutes les sphères de la vie, de la santé mentale et physique. C'est un fardeau objectif, tant organisation, finances, relations familiales, stigma social, structure de soins. Alors ça, c'est dans le cas où on prendrait ça au sérieux. Fardeau subjectif, maintenant, impact émotionnel et vécu de son rôle d'aidant. Ça, je pense que c'est peut-être plutôt les quelques amis très très proches que j'ai eus qui ont dû le ressentir. Et encore, en fait, je parle assez peu de mes problèmes de ça, de tout ça, j'en parle très peu. Quand je vois mes amis, j'essaie de passer du bon temps, de rigoler, de les écouter s'ils ont besoin, J'aime pas parler parce qu'en plus j'ai souvent été complètement décrédibilisée ou délégitimée, ou voilà, donc j'ai appris à fermer ma gueule là-dessus. Et ne pas être comprise, voilà, c'est ne pas être comprise. Donc voilà. Par contre, écouter les autres et tout ça, oui, L'aspect relationnel est particulièrement plus difficile à gérer pour les familles. Ça, j'en suis encore pleinement consciente. Se faire aider au mieux pour aider son proche. Donc ça, c'est pareil, c'est pour les familles. Donc il y a plusieurs choses. L'étude sur les émotions exprimées. Donc ça, c'est un ouvrage, je pense. Lay et Hoffman, 99, a démontré qu'une implication émotionnelle plus importante de la famille permettait d'obtenir de meilleurs résultats cliniques, moins d'hospitalisation, etc. Cependant, il faut qu'il y ait un juste milieu, un équilibre pour que la vie des proches ne soit pas uniquement en fonction des symptômes. D'un côté comme de l'autre, en gros, il ne faut pas que la maladie soit imposée aux proches, mais il faut que les proches aident aussi dans leur sens. Voilà, c'est le gris dont on parlait tout à l'heure, quoi. Il existe des programmes de psychoéducation pour les aidants afin d'enseigner comment s'investir efficacement sur le plan émotionnel. Donc c'est la dernière feuille, c'est ça, hein, l'avant-dernière ? Ouais. La psychoéducation des aidants. Alors tout d'abord, comprendre le trouble, donc s'intéresser à minima et y croire, et ne pas envoyer tout balader en disant « c'est quoi ce truc encore ?» Comprendre le trouble, les symptômes et le fonctionnement de son proche, acquérir les compétences pour mieux communiquer avec son proche, comprendre nos émotions et contrôler nos réactions. Changer l'environnement familial de manière positive et développer un environnement tolérant. Et je viens de me dire que j'ai pas allumé le micro. Effectivement, je n'avais pas allumé le micro. Vous allez peut-être mieux m'entendre. Mais je cache la gueule, le truc. On peut le mettre là, ça va être sur mon double menton. Bon, je reprends. Comprendre le trouble, acquérir les compétences pour mieux communiquer, changer l'environnement familial de manière positive et développer un environnement tolérant. C'est pour ça que je préfère vivre seule. Hein. Au moins, j'emmerde personne. Et je fais de mal à personne. Voilà. Considérer les relations autrement et accepter le fait que notre façon d'agir puisse changer le climat émotionnel. Le soutien par les pairs, voilà, les associations, etc., etc. Alors, recommandations à l'usage des familles d'après Gunderson et Berkovitch. Les objectifs. Changer, avancer pas à pas. Changer un processus difficile. Ça, je ne le fais pas dire. Revoyez vos attentes à la baisse. Donc ça, c'est pour les familles. Hein. L'environnement familial. Assurer un environnement tranquille et calme.
Maintenez votre planning habituel, c'est ce qui nous rassure un petit peu. Hein. Quoique de plus en plus, j'aime bien quand il y a un petit truc spontané, mais il faut que je sois en santé. Enfin, il faut que je sois en forme. Trouvez du temps pour parler, acceptez de parler. C'est vrai que ça peut paraître intime, donc certaines générations n'ont pas l'habitude de parler comme ça. Et puis ça peut paraître faible. Voilà. La gestion des crises, soyez attentifs mais ne vous énervez pas. Ne soyez pas sur la défensive. Les comportements autodestructeurs demandent de l'attention, de l'écoute. Abordez les problèmes, soyez coopératifs et persévérants. Concertez-vous avant d'agir, les contacts avec le thérapeute ou le psychiatre. Enfin, fixez des limites. Soyez direct mais prudent. Je me souviens de petits dérapages où je suis partie dans une crise il n'y a pas très très longtemps. Voilà, non, j'en dirai pas plus. Fixez des limites, vos propres limites et votre seuil de tolérance. Ne surprotégez pas votre entourage. N'acceptez pas les insultes et autres abus, les menaces et les ultimatums. Ça, j'étais en train de me dire à qui c'était. Bah si, ne surprotégez pas votre entourage. C'est le patient, ça. Enfin, c'est le patient, c'est... Bon, moi, j'ai fermé ma gueule. Mais la phrase, la dernière page se veut positive. Il y a de bonnes raisons d'espérer. Oh yeah, oh yeah. C'est un diagnostic avec un excellent pronostic. Après, ils disent bien qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer, d'autres, malheureusement, je pense qu'on l'aura toujours au cul. Hein. Le rétablissement est possible et probable. Après 2 ans, moi c'est pas 2 ans, hein, moi ça fait déjà 20 ans, hein. Plus de 30% récupèrent fonctionnellement. Après 10 ans, plus de 80% récupèrent fonctionnellement, 88% restent en rémission. Voilà. Et ça, c'est une référence de 2012 par le docteur Marie Sanarini. Une autre étude montre qu'avec un traitement solide, 80% des jeunes adultes ne sont plus qualifiés pour ce diagnostic après 2 ans. Voilà, et à la fin, ce sont les ressources utiles. Donc c'est sur la dernière page, mais ça, je vous les laisserai aussi. Voilà, donc c'était la première partie, donc le centre hospitalier Alpes-Isère. Je vais enlever tous les petits papiers parce qu'il va falloir que je vous scanne les documents. J'aborde donc le manuel MSD, version grand public, trouble de la personnalité borderline, et là on est en septembre 2023, donc c'est encore plus récent que le PowerPoint du centre hospitalier d'Isère. Donc, non, je rigole parce que j'ai mis des petits commentaires. Mark Zimmerman, South County Psychiatry, vérifié, révisé en septembre 2023. Ok. Le trouble de la personnalité borderline est une affection mentale caractérisée par un schéma omniprésent d'instabilité dans les relations, l'image de soi, les humeurs, le comportement et l'hypersensibilité à la possibilité du rejet ou de l'abandon. Là, c'est un truc qui me fait un peu tiquer, mais peut-être que je l'entends pas de la bonne façon. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline ont peur du rejet, ça oui, d'ailleurs je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui ont peur du rejet, et de l'abandon, en partie parce qu'elles ne veulent pas être seules. C'est là où moi je tique un peu, parce que je préfère être seule. Alors est-ce que c'est parce que je me suis façonnée comme ça justement pour ne plus souffrir, et ne plus faire souffrir? Après, j'aime bien avoir des connaissances avec qui papoter, prendre un café, etc. Mais ou alors j'ai pas encore bien étudié cet aspect de moi. Ensuite, le diagnostic du trouble de la personnalité borderline repose sur des symptômes spécifiques, notamment le changement fréquent au niveau des relations, de l'image de soi et de l'humeur, ainsi qu'un comportement autodestructeur et impulsif. Là, je suis 100% d'accord. La psychothérapie peut réduire les comportements suicidaires, atténuer la dépression et aider les personnes atteintes de ce trouble à mieux fonctionner. Et des médicaments sont parfois utilisés pour soulager les symptômes. Les troubles de la personnalité sont des affections mentales caractérisées par des schémas omniprésents et persistants de pensée, de perception, de réaction et de relation qui entraînent une souffrance importante pour la personne et ou nuisent considérablement à sa capacité à fonctionner. Je ne peux qu'être d'accord aussi. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité borderline ne supportent souvent pas d'être seules et peuvent recourir à des actes d'autodestruction pour gérer la solitude ou éviter d'être seules. Alors moi, tous les
les mal que je me suis fait n'avaient absolument aucun lien avec la solitude enfin, non, c'était plus soit de la punition, soit faire sortir une douleur, soit, enfin, bref. Après, je pense que tout n'est pas 100% juste pour chaque cas, hein. Elles peuvent faire des efforts frénétiques pour éviter l'abandon. Pareil, ça, personnellement, ou alors je ne l'ai pas encore saisi, mais moi, si on m'aime pas, et je m'en fous, quoi. Enfin, quand j'y pense, ma dernière longue relation, quand il s'est mis avec une autre personne, ça a été pour moi, alors qu'on n'était plus ensemble, mais on se voyait tout le temps, ça a été la plus douloureuse période de ma vie. Et encore aujourd'hui, je rêve de lui la nuit, et absolument rien de... Non, c'est toujours psychologique, etc. Même si je suis ravie qu'il ait trouvé quelqu'un de plus stable. Et encore une fois, je suis contente finalement qu'il soit parti parce que je ne savais pas ce que j'avais, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et effectivement, l'abandon de lui a été épouvantable. Bref, je continue, on n'est pas là pour mon diagnostic. Elles peuvent faire des efforts frénétiques pour éviter l'abandon, y compris créer des situations de crise. Par exemple, elles peuvent tenter de se suicider afin de communiquer leur détresse et de faire en sorte qu'on vienne les secourir et prendre soin d'elles. Ouais, enfin, des fois, on dit rien non plus, hein. Mais c'est ça, bon, il y a des trucs... Les estimations de l'incidence du trouble de la personnalité borderline varient. Il touche probablement entre 3 et 6% environ. Mais parce que je pense qu'il est moins bien diagnostiqué en France, comme toutes les autres pathologies. En France, on est des mauvais diagnostiqueurs, parce que si c'est pas écrit noir sur blanc sur un résultat d'analyse, bah, ça n'existe pas. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs, parce que en ayant parlé avec Prélude, avec plusieurs personnes comme ça, je me rends compte qu'il y a des choses qu'on a tous vécues. C'est surtout à les nanas que j'ai parlé, mais et que ça serait vraiment intéressant de parler de ces différents sujets et du comportement de médecins, soignants, familles, amis, des choses sur des comportements, mais le pire c'est avec les soignants, avec les médecins, quoi. Bon, je m'égare, mais je suis comme ça. Je reprends. Touk, 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 touk. Il y est diagnostiqué plus souvent chez les femmes que les hommes. Avec le temps, les symptômes tendent à s'atténuer chez la plupart des personnes. D'autres troubles mentaux sont également souvent présents, à savoir, on revient au même, hein, dépression, troubles anxieux tels que le trouble panique, troubles de stress post-traumatique, troubles des conduites alimentaires, troubles liés à l'usage de substances. Il ne parle pas des troubles du comportement sexuel. Des facteurs génétiques et environnementaux pourraient contribuer au développement du trouble de la personnalité borderline. Certaines personnes peuvent avoir une tendance génétique à mal réagir au stress de la vie, ce qui les rend plus susceptibles de développer un trouble de la personnalité borderline ainsi que d'autres troubles mentaux. En outre, le trouble de la personnalité borderline a tendance à toucher les membres d'une même famille, laissant supposer que cette tendance pourrait être en partie héréditaire. Les expériences stressantes au cours de la petite enfance pourraient contribuer au développement du trouble de la personnalité borderline. De nombreuses personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline ont été victimes de violences physiques ou sexuelles, ont été séparées des personnes qui s'occupaient d'elles et ou ont perdu un parent lorsqu'elles étaient enfants. L'insécurité de l'attachement aux personnes qui s'occupent d'elles contribue aux symptômes du trouble de la personnalité borderline. Les symptômes du trouble de la personnalité borderline. Les personnes atteintes de trouble de la personnalité borderline semblent plus souvent stables que ce qu'elles ne ressentent en elles-mêmes. Je plus sois 1000 fois. Quand on me dit que je suis apaisante et que j'ai l'air stable, confiante, etc., et qu'à l'intérieur c'est un chaos total, ben voilà, c'est MSD qui le dit. Les symptômes. La peur de l'abandon. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline ont peur de l'abandon, en partie parce qu'elles ne veulent pas être seules. Parfois, elles ont l'impression de ne pas exister du tout, souvent quand personne ne s'intéresse à elles. Elles ressentent souvent un vide intérieur. Ah oui, ça je me suis noté que c'était très intéressant. Souvent, lorsque les personnes atteintes de ce trouble sentent qu'elles sont sur le point d'être abandonnées, la peur et la colère les envahissent. Par exemple, elles peuvent se mettre à paniquer ou devenir furieuses lorsque quelqu'un d'important à leurs yeux a quelques minutes de retard ou annule un rendez-vous. Ça, je me suis aperçue que c'était tout à fait mon cas, même si encore une fois aujourd'hui avec les médicaments, c'est moins dur. Elle suppose que ces incidents résultent de ce que la personne ressent vis-à-vis d'elle plutôt que des circonstances sans rapport.
Elles peuvent croire qu'un rendez-vous annulé signifie que l'autre les rejette ou qu'elles ne valent pas la peine. Ah, j'ai souligné et j'ai mis oui, c'est déjà un début de guérison de l'admettre, non? L'intensité de leur réaction reflète leur sensibilité au rejet. Alors, les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline peuvent avoir de l'empathie et de l'affection pour une autre personne. Alors moi, c'est pas peuvent, c'est inné. Et les personnes avec qui j'ai parlé et qui ont soit le même doute de diagnostic, soit machin, elles m'ont dit pareil. Donc ça, je trouve ça un peu curieux. Les personnalités borderline peuvent avoir de l'empathie et de l'affection pour une autre personne, mais seulement si elles sentent que cette autre personne sera là pour elles à chaque fois qu'elles en auront besoin. Est-ce que c'est pas un peu quand même le but d'une relation d'amitié ou c'est de pouvoir compter l'un sur l'autre? Ça, j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Et moi, à chaque fois que je fais des trucs, même si c'est anonyme, je les fais quand même. Et pourtant, du coup, personne pourra. Enfin, bon, ou peut-être que je le prends mal parce que c'est vrai, j'en sais rien. Mais moi, j'attends pas grand-chose des gens, quoi. Bien qu'elles désirent avoir des relations intimes et avoir de l'affection pour les autres, il leur est difficile de maintenir des relations stables. Heureusement, on en a quelques-unes qui sont stables, même si c'est bien moins que d'autres personnes. Elles ont tendance à avoir des attentes déraisonnables, oui, c'est vrai, quant au comportement des personnes dont elles se sentent proches. Et leurs sentiments à l'égard d'une relation peuvent fluctuer rapidement et intensément. Colère. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité, ont des difficultés à contrôler leur colère. Elles s'irritent souvent de façon injustifiée et excessive. Alors, c'est pas ce que je dirais injustifié et excessive. C'est c'est disproportionné, voilà, plus que injustifié. Elles peuvent exprimer leur colère par des sarcasmes cinglants, de l'amertume ou des diatribes virulentes. Leur colère est souvent dirigée contre leurs amis proches, leurs partenaires, leurs membres de la famille et parfois les médecins, parce qu'elles se sentent négligées ou abandonnées ou prises pour une conne, ça je le rajoute. Et c'est marrant qu'ils précisent pas que c'est contre soi aussi, surtout la colère. Moi je l'aurais mis en premier. Après l'accès de colère, elles se sentent souvent honteuses et coupables, ce qui renforce leur sentiment d'infériorité. Inconstance. Elles changent souvent leurs opinions des autres de façon abrupte et spectaculaire. Par exemple, elles peuvent idéaliser quelqu'un au début de la relation, passer beaucoup de temps avec la personne et tout partager. Subitement, elles peuvent avoir l'impression que la personne ne se soucie pas assez d'elles et se sentir désabusées. Elles peuvent alors dénigrer la personne ou se mettre en colère contre elle. Elles peuvent être en manque d'affection, puis furieuses d'avoir été maltraitées d'un instant à l'autre. Leurs attitudes fluctuent en fonction de leur perception de la disponibilité et du soutien des autres. Lorsqu'elles se sentent soutenues, elles peuvent être vulnérables et rechercher l'affection. Lorsqu'elles se sentent menacées ou déçues, elles peuvent se mettre en colère et dénigrer les autres. Et ça, je pense qu'avant les médicaments, et avant que je mette fin aux relations, avec mes relations longues, entre guillemets, c'est ce qui m'arrivait à chaque fois. Enfin, longues. Les personnes atteintes du trouble de la personnalité borderline peuvent aussi changer, brusquement et de façon spectaculaire, l'image qu'elles ont d'elles-mêmes, changeant soudainement leurs objectifs, leurs valeurs, leurs opinions, leur carrière ou leurs amis. Alors moi, je suis quand même restée 24 ans dans la même boîte. Donc ça, c'est pareil. Je trouve que c'est dur de faire des généralités. Autant il y a des trucs, oui, ça me paraît flagrant chez tous ceux avec qui j'ai pu en parler. Mais il y en a d'autres, Bon, c'est bientôt fini. Courage. Les changements d'humeur ne durent généralement que quelques heures et rarement quelques jours. Les changements d'humeur peuvent survenir parce que les personnes atteintes de ce trouble sont hypersensibles aux signes de rejet ou aux critiques dans leurs relations. Comportement impulsif et autodestruction. On y vient. Moi, c'était plus souvent ça. La plupart des personnes atteintes du trouble de la personnalité agissent de façon impulsive et souvent destructrice pour elles-mêmes. Elles peuvent s'adonner à des jeux, à des pratiques sexuelles à risque, à faire des crises d'hypophagie, conduire dangereusement. Ah, putain, moi je suis une tortue. Présenter des troubles liés à l'usage de substances ou avoir des dépenses inconsidérées. Ah oui, alors là j'ai tout mis en jaune. Les comportements suicidaires, y compris les tentatives et les menaces de suicide et l'automutilation, par exemple en se coupant ou en se brûlant, sont très courants. Bien que bon nombre des actes d'autodestruction n'aient pas pour objectif de mettre fin à la vie, le risque de suicide chez les personnes est 40 fois supérieur à celui de la population générale. Environ 8 à 10% des personnes souvent souffrant de ce trouble meurent par suicide. Et je pense notamment à une amie. Ces actes autodestructeurs sont souvent déclenchés par le rejet, l'abandon perçu ou la déception provoquée par un proche. Les personnes peuvent aussi se blesser pour exprimer leur sentiment d'infériorité ou pour raviver leur capacité à se sentir exister quand elles ont l'impression de ne pas être réelles ou quand elles se sont détachées d'elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle la dissociation.
Parfois, les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité borderline s'automutilent pour détourner leurs propres attentions d'émotions douloureuses. Oui, ça aussi. Autre symptôme. Elles sabotent souvent leurs propres efforts lorsqu'elles sont sur le point d'atteindre un but, de sorte que les autres les perçoivent comme étant en difficulté. Par exemple, elles peuvent abandonner les études juste avant l'obtention du diplôme ou saboter une relation prometteuse. Lorsque ces personnes se sentent très stressées, elles peuvent avoir de brefs épisodes de paranoïa, des symptômes qui ressemblent à une psychose comme des hallucinations ou une dissociation. Le stress est généralement causé par le sentiment que personne ne s'intéresse à elles, autrement dit, elles se sentent abandonnées et seules, ou qu'elles se sentent brisées et sans valeur. Ouais, ce serait plus la deuxième. La dissociation consiste en un sentiment d'irréalité, d'irréalisation, ou de détachement par rapport à son corps ou à ses pensées, dépersonnalisation. Ces épisodes sont temporaires et généralement ils ne sont pas suffisamment graves pour constituer un trouble distinct. Le diagnostic. L'examen clinique se fait sur la base du critère standard du diagnostic psychiatrique. Les médecins diagnostiquent généralement ce trouble d'après les critères du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 5e édition, révision du texte, blablabla, référence standard pour le diagnostic psychiatrique de l'American Psychiatric Association. Les médecins diagnostiquent un trouble, borderline, je fais des raccourcis parce qu'à chaque fois ils remettent la même phrase. Lorsque la personne agit de façon impulsive et présente des antécédents d'instabilité dans les relations, l'image qu'elle a d'elle-même, ses humeurs, comme en témoigne 5 des manifestations. Donc on va revenir sur les 9 dans lesquels il en faut 5. Elle déploie des efforts désespérés pour éviter l'abandon réel ou imaginé. Elle a des relations instables et intenses qui alternent entre l'idéalisation et le dénigrement. L'image qu'elle a d'elle-même et de son identité change fréquemment. Elle agit de façon impulsive dans au moins 2 domaines, donc par exemple pratique sexuelle à risque, hyperphagie, conduite dangereuse, substances, etc. Elle adopte régulièrement des comportements suicidaires, y compris en tentant ou en menaçant de se suicider et de se faire du mal. Elle présente des rapides changements d'humeur qui ne durent généralement que quelques heures et rarement plus de quelques jours. Alors on a lu avant, c'était 4 jours max, quoi. Elles se sentent constamment vides. Elles se mettent en colère de façon inappropriée, disproportionnée, ou a des difficultés à contrôler sa colère. Moi, je suis déjà partie en colère, mais j'ai jamais blessé qui que ce soit. Enfin, si, probablement, j'ai blessé, en tout cas verbalement. Les symptômes doivent avoir fait leur apparition au début de l'âge adulte. Donc les traitements, on y revient, donc psychothérapie, et ils disent parfois médicaments. Je reviens là-dessus une dernière fois, pour moi ça a été obligatoire. Il est important d'identifier et de traiter les troubles coexistants, donc angoisse, dépression chronique, etc., anxiété, tout ça, pour que le traitement du trouble de la personnalité borderline soit efficace. Ils comprennent donc les traitements, la psychothérapie et des psychothérapies spécifiques au trouble lui-même, pour réduire les comportements suicidaires, atténuer la dépression, aider les personnes à mieux fonctionner. Des thérapies cognitivo-comportementales. Alors ça, c'est beaucoup de mots, je ne sais pas dans la réalité comment ça se passe, qui est-ce qu'on va voir, est-ce que c'est dans des associations, encore une fois, quand on est dans un milieu rural, dans le cululu, et j'en passe. Et améliorer ses compétences sociales. Thérapie comportementale dialectique, association de séances individuelles et de groupe, avec des thérapeutes qui jouent des rôles de coachs comportementaux et disponibles 24 heures sur 24. Alors ça, c'est vraiment aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y en ait en France. Comme c'est un truc américain, formation systémique pour la prédictibilité émotionnelle et la résolution des problèmes. Oui, c'est le STEP. System Training for Emotional Predictability and Problem Solving. Le STEPS. STEPS. La thérapie comportementale dialectique consiste en des sessions individuelles et de groupe hebdomadaires et met un thérapeute à disposition par téléphone. Le thérapeute agit comme un entraîneur comportemental. L'objectif est d'aider la personne à trouver les meilleurs moyens pour faire face au stress, par exemple, résister à l'envie de se comporter de manière autodestructrice. Donc, ils expliquent la méthode STEP, mais je vais chercher, mais je suis pas sûre qu'il y en ait en France. C'est la Marion du montage qui vous parle. Donc, je suis allée voir cette fameuse étude STEP, cette psychothérapie, donc System Training for Emotional Predictability and Problem Solving. Non, j'ai trouvé quasiment que des trucs américains. Et en fait, j'ai juste trouvé en France une conférence en 2017
il parle exactement et de ce qui est écrit dans le MS. Donc c'est toujours en anglais, fondé sur la résolution. Excusez-moi, il y a un mec qui est en train de couper de l'herbe. Sur la résolution des problèmes est efficace pour réduire les problèmes interpersonnels et les phénomènes dissociatifs. Les interventions de crise n'ont pas vraiment été évaluées. Par contre, c'est noté à l'avenir, les études de ces troubles de personnalité devraient approfondir les aspects génétiques. Les études de Genome-Wide Association Study, ont en effet retrouvé une association entre troubles de la personnalité borderline et gènes de la dihydropyrimidine, déhydrogénase, à vos souhaits, et de la placophyline 4. Une autre voie intéressante est l'étude de l'empathie affective qui pourrait être liée à une hyperactivation amygdalienne et de l'empathie cognitive qui pourrait être liée à une réduction de l'activation du gyrus temporal gauche. Voilà. Eh ben prenez ça et puis on verra bien. Mais en tout cas, je suis pas sûre qu'en France il y ait des choses qui soient encore mises en place, puisqu'encore une fois, on est très en retard là-dessus. Voilà, je vous laisse avec la suite et la fin de la vidéo. Ça se passe pendant 20 semaines. La personne apprend à gérer ses émotions, remettre en question ses attentes négatives, mieux prendre soin d'elle-même. Par exemple, elle apprend à prendre de la distance par rapport à ce qu'elle ressent à un instant donné, à se fixer des objectifs, éviter les substances, améliorer les habitudes alimentaires, du sommeil et de l'exercice, comme si c'était facile. Robert. La personne, elle aussi, identifie. Non, mais c'est vrai tout ça. En plus, je réagis spontanément, mais bien sûr que, en plus, ça concerne tellement de maladies. Bien manger, bien dormir, faire de l'exercice. On sait que c'est vrai. Et après, on a du mal à. Elle est aussi invitée. Ah, j'ai rajouté un petit mot aussi en dessous. Elle est aussi invitée à identifier une équipe de soutien composée d'amis, de membres de la famille et de professionnels de la santé. Alors dans la vraie vie, c'est vachement moins facile. Moi, encore une fois, je pense que j'en ai surtout un, et maintenant peut-être deux. Mais à la base, voilà. Les psychothérapies supplémentaires suivantes sont également utilisées. Alors, thérapie basée sur la mentalisation, psychothérapie centrée sur le transfert, donc avec le psychothérapeute, thérapie des schémas, psychologie de soutien. Alors ça, c'est tout des trucs, mais je suis pas sûre du tout que ça se fasse en France. Voilà, mais c'est marrant, ils disent réfléchir sur la façon de penser et de ressentir des autres et la comprendre. Je ne fais que ça, en fait. C'est ça que je trouve bizarre. Établir des relations avec les autres, avec empathie et compassion. C'est ce point que j'ai du mal à comprendre. Je vais en parler à mon psy, hein. Mais ce point-là, c'est l'empathie, moi, qui a mené ma vie, justement, et la compassion, justement. Donc j'ai un peu de mal à comprendre. Je sais pas. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai développé inconsciemment parce que je m'en voulais pour le mal que j'ai fait, mais dans mon souvenir, aussi loin que je me souvienne, aider les autres, ça a été les comprendre, les ressentir, les comprendre ce qu'elles vivaient. Le thérapeute pose des questions. Moi-même, il me pose pas de questions, mon thérapeute, hein, et aide la personne à examiner les images. C'est un ours? C'est un éléphant? C'est un dromadaire? C'est un ovni? C'est vrai? C'est un ovni? Oh, c'est un extraterrestre? Oh. Oh. Ah ben alors. C'est un mouton? Un canard? Ah, ils font chier avec leur mobicrotte, là. Bon. Je peux continuer? Oui. Alors, où j'en étais-je? Aide la personne à examiner des images que la personne et d'elle-même qui sont... Oh. Le thérapeute pose des questions et aide la personne à examiner les images que la personne a d'elle-même et qui sont exagérées, déformées, irréalistes.
ainsi que ses réactions à diverses situations. Oui, mais quand on sait, comment on fait pour contrôler? L'accent est mis sur le moment présent, ok, y compris la façon dont la personne interagit avec le thérapeute, plutôt que sur le passé. C'est dur, genre le passé c'est le passé, mais il nous a forgé quand même. Par exemple, lorsqu'une personne timide et silencieuse devient brusquement hostile et critique, le thérapeute peut demander à la personne si elle a remarqué un changement dans ses sentiments, puis lui demander de réfléchir à la façon dont la personne voyait le thérapeute et se voyait elle-même lorsque les choses ont changé. Les objectifs sont les suivants: permettre à la personne de développer une perception d'elle-même et des autres plus stable et réaliste. Apprendre à établir les relations plus saines avec les autres par l'intermédiaire du transfert sur le thérapeute. La thérapie des schémas met l'accent sur l'identification de modèles permanents inadaptés de pensée, de sentiments, de comportements et d'adaptation appelés schémas, et sur le remplacement des pensées, sentiments et comportements négatifs par d'autres plus sains. Le cas échéant, les médicaments sont utilisés pour traiter avec parcimonie les symptômes spécifiques. Ces médicaments comprennent les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, un type d'antidépresseur pour aider à réduire la dépression et l'anxiété, seulement légèrement efficace pour les personnes atteintes du trouble de la personnalité. Quand même. Alors ça fait pas tout, non, mais on a toujours de l'anxiété, c'est sûr, mais quand même. Médicaments pour stabiliser l'humeur, pour atténuer la dépression, l'anxiété, les sautes d'humeur et les tendances impulsives. Les nouveaux antipsychotiques. Alors je ne sais pas encore ce que c'est, faut que je regarde. Afin de réduire l'anxiété, la colère, les distorsions de la pensée liées au stress, les pensées paranoïaques ou très désorganisées par exemple. Pronostic du trouble de la personnalité borderline, là encore c'est plutôt positif. Chez la plupart des personnes, les troubles de la personnalité borderline s'atténuent nécessairement en une capacité à entretenir des relations stables ou à garder un emploi. Les traitements visent à aider les personnes à mieux fonctionner et à réduire les symptômes. Cependant, on constate généralement une amélioration des symptômes plutôt que du fonctionnement général. Bon voilà, je vous ai lu les textes les plus intéressants que j'avais trouvés. Donc je vous ai pas tout lu parce qu'il y en a quand même beaucoup. C'est intéressant. Donc c'est pas mal parce que du coup, je vais peut-être vous le mettre aussi ça. Dans le PowerPoint, on parlait de Marsha Linehan, et c'est elle qui a regroupé les symptômes du trouble borderline sous 5 catégories: émotions, comportements, relations interpersonnelles, image de soi et cognition. Prennent plus de temps à se stabiliser émotionnellement après une intense expérience émotionnelle. Et ce qui est intense pour nous, pour le borderline, et ce qui est considéré comme intense et vécu comme intense, pour une personne sans, va être vu comme excessive. Mais pourtant, il est bien ressenti et le cerveau agit de telle manière que oui, c'est ressenti comme arrête de dramatiser. Exemple de phrase typique, c'est pas une volonté des personnes de dramatiser, enfin moi je le vois pas du tout comme ça, c'est une chimie du cerveau qui fait en sorte que dérégulée, elle fasse prendre des proportions énormes à des trucs petits comme une crotte de mouche, quoi. Et ça, les gens autour doivent comprendre que c'est pas quelque chose qui est facilement contrôlable ou facilement gérable par la personne, que ça demande un effort constant, parce que du coup, on passe la journée à vivre des ressentis émotionnels très forts. Et on passe notre adolescence, notre notre temps en fait, depuis l'adolescence, à tenter de comprendre, tenter de se décrypter, de savoir pourquoi on a réagi comme ça. Enfin, c'est un parcours cérébral et émotionnel absolument éreintant. Alors après, est-ce que c'est TDAH ou TSA? Mais les interactions, quelles qu'elles soient, positives ou négatives, entraînent un vide d'énergie totale et un espèce de... On peut avoir l'effet qui se coule, quoi, l'effet numéro 2, le tsunami.
J'ai un peu de mal à m'exprimer correctement, c'est très difficile à expliquer. Mais toute notre vie, en tout cas, on essaye d'avoir des réactions plus normales. Donc, on ingère beaucoup de choses, on intègre beaucoup de choses, on retient beaucoup de choses, sauf si on est dans un environnement qui s'y connaît en psycho, qui est très tolérante, très empathe, très tout ça, voilà. Mais la plupart des gens, eh ben, on essaye de fermer notre gueule, puisque quand des choses aussi profondes et analysées et décortiquées sont émises par nos bouches, souvent la réaction est ceux qui savent savent. J'aimerais bien vos retours là-dessus, parce que c'est vachement intéressant d'en parler entre nous, je trouve. Ça serait même bien un jour de se faire un live pour parler de ça. Et alors moi, des questions que je me pose aussi, c'est est-ce que les troubles de la personnalité, les troubles psychiques entraînent, enfin les maladies psychiques ou les troubles mentaux entraînent par exemple des maladies comme la fibromyalgie, puisque c'est une dérégulation du système nerveux, enfin du système nerveux central. Est-ce que ça peut aussi avoir un lien avec TDAH et troubles du spectre autistique, parce qu'il y a aussi des choses qui sont complètement regroupées avec les troubles du spectre autistique. Ça, j'arrive plus à parler. En plus, moi, je trouve ça passionnant. Toutes ces recherches. J'aurais adoré faire psycho, en fait. Mais psycho qui se mélange à la bio. On s'aperçoit que petit à petit, alors on appelle ça des comorbidités, mais que, en fait, il y a souvent les mêmes choses qui reviennent dans chaque comorbidité de chaque maladie. Et on retrouve cette même maladie, cette même comorbidité, ces mêmes symptômes. Donc je serai peut-être plus là quand ils auront trouvé des diagnostics biologiques de toutes ces pathologies, mais j'espère qu'on y arrivera un jour. Ça serait pas mal quand même que la recherche là-dessus avance, même pour la fibromyalgie. C'est marrant parce que les gens avec qui je parle, il y a souvent ce même groupe de troubles, de symptômes, donc j'arrête pas de me dire qu'il doit y avoir un lien quelque part. Et c'est juste j'en ai marre d'entendre les stéréotypes ou les reproches. Trop sensible, trop fragile, trop ci, trop ça. Ceux qui savent, savent. Je vais arrêter avec cette phrase, mais c'est vrai que ça conclut vachement bien les choses. Bon voilà, j'espère que cette vidéo, même si ça a été essentiellement de la lecture et un peu trop d'intervention sur ma propre vie, mais c'est parce que j'essaye d'échanger sur des vécus, et peut-être que vous qui serez en train de regarder, d'écouter, vous direz « Ah mais oui, mais moi aussi ». Voilà, c'est des trucs comme ça, parce que finalement, grâce à Internet, aujourd'hui, on a vraiment la possibilité d'apprendre une foultitude de choses, et je trouve ça passionnant. Enfin, je trouve ça passionnant. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses qui vous ont parlé, si vous avez envie d'échanger, encore une fois, ou en commentaire, ou via les contacts que j'ai pu mettre, que je mets en dessous de toutes mes vidéos, parce que c'est intéressant. Alors, je réponds quand je peux, comme je peux, mais j'essaie toujours de répondre. Ça, soyez-en sûrs, tant que je pourrai, et je pense que je pourrai longtemps, parce qu'à mon avis, je n'aurai pas 10 milliards d'abonnés, mais je répondrai vraiment dans la mesure du possible, seulement comme toute peut-être TSA, ou toute peut-être TDAH, ou toute peut-être chelou de la tête. Il y a des fois, j'arrive pas à répondre tout de suite. Et quand les réponses demandent du temps, j'attends avoir un moment vraiment où j'ai rien d'autre à faire et où je peux me consacrer entièrement à cette réponse et à cet échange. Voilà, c'est important. D'autant qu'on s'ouvre chacune, c'est que des filles pour l'instant, on s'ouvre chacune sur notre fort intérieur et sur nos émotions, et je peux pas négliger les émotions des gens. C'est ce qui m'est arrivé un peu toute ma vie. Je peux pas négliger les émotions des gens. C'est trop important. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de toxicité, tant que c'est des échanges purs, enfin des échanges bienveillants, des échanges qui peuvent même apporter de l'aide, des réponses, peut-être des décortiquages ensemble. Enfin bon, tout ça, je valide à 10 000%, et je vous répondrai vraiment. Si je réponds pas tout de suite, ne vous inquiétez pas, c'est que je suis soit en mode soit je suis sur autre chose qui me prend beaucoup de temps alors que ça devrait pas me prendre beaucoup de temps, etc. Voilà. Je vous laisse, je vais retourner à mon vlog du week-end qui va être bientôt fini, je pense. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous, c'est vraiment important. Aimez-vous les uns les autres. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.